Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Sans Limite où on parle de sport d'endurance, de triathlon et de tout ce qui s'y rapporte. Les retours suite au premier épisode avec Arnaud Dely ont vraiment été au top et du coup ça m'a bien chauffé pour continuer à vous proposer ce format podcast. Et un des projets que j'avais justement pour ce podcast, c'était d'avoir de manière régulière une conversation en toute détente avec mon pote Sébastien Sayoun, que vous avez probablement déjà vu dans plusieurs vidéos sur la chaîne Be Iron. En gros, le fil rouge de cette série qu'on va essayer de vous proposer une fois par mois sera de parler un peu de ce qu'on fait, notre actualité au cours de la saison, mais aussi de l'actualité du triathlon de manière générale avec les grosses courses qui auront lieu et donc de commenter un petit peu tout ça de notre point de vue d'amateur averti. Et surtout, la partie qui perso me plaît vraiment beaucoup, c'est de répondre à vos questions que l'on va sélectionner avant chaque épisode en rapport avec le triathlon, que ce soit niveau entraînement, course, nutrition, hydratation, matos, enfin bref, en gros, tout ce qui vous intéresse en rapport avec ce sport. D'ailleurs, si vous vous en souvenez, il y a quelques temps, je vous avais demandé en story sur mon compte Insta de nous poser des questions pour un projet de podcast avec Seb. Et bah ça y est, on y est, et on va répondre à celles qu'on a sélectionnées un petit peu plus tard dans le podcast. Donc je vous laisse écouter ce podcast, et surtout n'hésitez pas à nous lâcher un gros 5 étoiles sur les plateformes de type Apple Podcast ou Spotify pour nous donner de la force. Lâchez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, bonne écoute. Bah écoute Seb, déjà, bonjour. Bonjour, comment vas-tu ? Ça va très bien, ça va très bien. Franchement, je suis super content qu'on fasse cette série ensemble et qu'on enregistre ce podcast ensemble. Je pense que on va bien se marrer. J'espère surtout qu'on va pas raconter trop de bêtises pour les gens qui nous écoutent. Donc, écoute, en 2 secondes, pour ceux qui peut-être ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Je m'appelle Sébastien Sayoun, triathlète, papa de 3 enfants et entrepreneur au Maroc dans le métier de la construction. Voilà. Génial, génial. Donc, busy également. Exactement. Super busy même. Mais bon, ce qui est plutôt pas mal, parce qu'en fait, ce que ça montre, c'est que la plupart du temps, le fait de dire qu'on n'a pas le temps, c'est une excuse. Quand on a une vie bien remplie, on arrive quand même à trouver les moments pour tout faire. Exactement. Je pense que oui, c'est vraiment on n'a pas le temps est une excuse qu'on peut se trouver à chaque fois. Mais en fait, le temps on l'a si on arrive à s'organiser. Et moi, c'est vraiment une des qualités que j'ai réussi à approfondir avec le triathlon, c'était de pouvoir tout rentrer dans une journée. La vie de famille, la vie professionnelle et la passion. Et c'est vrai que une fois qu'on arrive à tout caler, il faut que tout soit millimétré. À partir de là, il y a tout qui s'enchaîne. Mais quand il y a une virgule ou il y a une interférence qui rentre, c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais une fois que tout est calé, généralement, tout est fluide par la suite. Bon, c'est top. Après, toi, tu as un super pouvoir. Tu arrives généralement à te lever, je crois, assez tôt. Un truc que moi, je n'arrive absolument pas à faire. Mais bon, donc forcément, moi, d'après Oura, je fais partie des 1% de la population qui se lève hyper tôt. Voilà. 4h30 du matin, c'est mon heure de réveil et ça me va très bien. Mais c'est pas donné à tout le monde. Donné à tout le monde. J'en ai pour 3h30 encore dans le lit à ce moment-là. Bon, écoute. Donc, quand on s'était parlé un peu pour préparer ce podcast, l'idée, c'était naturellement de parler un petit peu de nous, parler un petit peu de ce qu'on fait. Là, du coup, comme on est vraiment tout début de saison, parler peut-être un petit peu de ce qu'on a fait depuis Kona. C'était la dernière fois où on s'était vu en live. Et voir peut-être un petit peu aussi ce qu'on va préparer pour cette saison. Et après, on pourra passer donc à la deuxième partie du podcast qui, en vrai, est une partie qui m'intéresse assez, que je trouve assez cool, qui sont un petit peu les questions qu'on a pu poser. Donc, si vous vous souvenez, je vous avais posé sur mon compte Insta quelques questions il y a quelques temps, je sais pas si c'était mois ou semaines maintenant, parce que c'était un petit moment, pour préparer justement ce podcast avec Seb. Il y a eu pas mal de réponses, donc c'est top. On en a choisi quelques-unes. On va essayer d'y répondre de manière pas trop bête et en essayant de être assez exhaustif et intéressant. Mais du coup, retour à la première partie. Comment ça va, toi, depuis Kona ? Ah, ça va bien. Kona, ça s'est un peu mal fini pour moi. Contrairement à ta belle vidéo où tu as pu en profiter jusqu'au bout, malheureusement pour moi, j'ai fait une chute à vélo au demi-tour. Une chute qui m'a valu une petite côte fêlée et surtout une bonne blessure aux adducteurs. Mais quand on tombe à vélo, généralement, en plus j'étais autour de 38-40 km/h, ne se faire que ça, c'était un miracle. Donc voilà, Kona mal fini. J'ai quand même pu profiter d'un peu de vacances avec la famille là-bas sur place.
Et j'ai eu un bon 3 semaines de off, du coup, qui ont fait quand même vraiment beaucoup de bien. Et par la suite, reprise du training. Reprise du training, reprise assez intensive. Après 3 semaines de off, on repart un peu sur nos bases mentales de ce qu'on a laissé. Et on voit que physiquement, même si on se croit en forme, eh ben, il y a un sacré décalage quand même. Donc, bonne reprise. Et jusque-là, ben, voilà, on suit un planning qu'on va sûrement détailler après avec les détails avec nos courses. Mais voilà, une belle évolution dans le programme. Ouais, non, c'est clair que quand je regarde tes entraînements sur Strava, il y a quand même pas mal d'intensité. Ça se rallonge les séances. Et au final, comme tu dis, tu as quand même pris cher à Kona. C'est quelque chose où on ne s'en remet pas en 3 jours avec les côtes et autres. Et je trouve que au contraire, tu t'en es vachement bien remis assez rapidement et que tu es revenu assez fort. Et alors, je ne sais pas ce que t'en penses en termes de niveau. Est-ce que t'es revenu à ton niveau, tu vois, pré-Kona en termes de préparation, ou tu penses que tu en serais si tu n'avais pas eu ce petit accident là-bas? Ou comment est-ce que... Alors, je pense que physiquement, au niveau des adducteurs, j'ai des petites tensions qui restent encore là. Justement, avec la reprise et la reprise intensive, c'est dur d'allier stretching, kiné et l'entraînement. Donc du coup, quand ça va un peu mieux, on a tendance tous à lâcher un peu des choses essentielles parce que ça y est, on se sent fort et qu'on sent pas le besoin. Et quand les petites tensions reviennent, on se dit mince, il va falloir que je repasse un peu sur le mode stretching et aller voir le kiné. Vraiment, je pense que j'ai pas beaucoup perdu. Je pense que la forme revient vite, le corps a une bonne mémoire. Et je pense que je peux dire que j'ai gardé 95% de mon entraînement avant Kona. Donc une très très belle base. Ah, c'est top, c'est top. Moi, en vrai, après Kona, j'ai enchaîné sur Taupo. Du coup, on n'a pas pu se voir, malheureusement. Mais après ça, par contre, j'ai arrêté 3 semaines le vélo. Pas touché un vélo pendant 3 semaines. Quand je m'y suis remis, j'ai senti quand même la coupure à ce niveau-là. Course à pied, c'était parfait. Natation, c'était parfait parce que j'ai pu continuer. Du coup, j'avais pas la fatigue du vélo pour vraiment pouvoir travailler ces sports-là. Mais alors, dès que j'ai remis le vélo, c'était pas C'était facile. dur. Et ça s'est ressenti aussi après sur les autres sports où j'étais super à l'aise, même en EF, les courses à pied, les trucs, je les faisais à 4,30, 4,25, mais genre vraiment facile, quoi. Et là, avec le vélo, où je remets des semaines à 10 heures de vélo, avec des intensités et autres, je suis revenu un petit peu plus lentement en EF, en course à pied. Mais c'est là où aussi on voit l'impact des trois sports. En fait, quand on enlève un sport, moi je sais que ces derniers temps je nage beaucoup moins à cause du taf et c'est malheureusement la chose la plus facile, l'activité la plus facile qu'on va mettre de côté parce que bon, c'est que 10% de la compétition, même si je suis un surfeur et donc un nageur à la base, c'est ce que j'enlève en priorité. Et ben, c'est vrai que l'impact quand on enlève une activité est énorme sur la globalité. Et l'impact de forme est ouf. Ouais, ouais, clairement, clairement. Bah écoute, c'est un. En tout cas, je pense, l'une des clés, parce qu'à chaque année, je fais un 10K à Valence en début d'année pour lancer un peu la saison et voir un peu quel est le niveau de forme. Et à chaque fois, je me surprends parce que d'année en année, il y a un personal best sans entraînement. Mais en fait, là, ça m'a vraiment dit que effectivement, le cumul a un impact. Et du coup, le fait d'enlever un sport et surtout le vélo qui quand même occupe un gros volume dans la semaine, de fait, sans avoir entraîné particulièrement la course à pied, ça a boosté la course à pied. Et aussi, ce que tu peux aussi retenir de ça, c'est que chaque année, d'une année sur l'autre, tu progresses encore. Tu arrives sur ton 10K avec un arrêt, le repos, on va dire, annuel, les fêtes, sur lesquelles on déconne tous un peu et on se fait plaisir et encore heureux, heureusement. Mais ton niveau de forme est là. Donc chaque année, tu peux voir que c'est aussi comment ça s'appelle, un bon indice de forme et de comparaison d'une année sur l'autre que tu fais du coup, parce que tu vois que chaque année, tu progresses et tu progresses et tu progresses. C'est ça, il y a une base et du coup, on va faire mentir les gens qui disent qu'après 40 ans, c'est mort. Parce que toi comme moi,
maintenant plus de 40 ans. Toi, depuis peu, t'es fait 40 piles, mais là... Mais... Non, 42. Je viens de faire Ah, c'est 42 il y a 2 42. jours. Ok, moi Ah ouais. j'étais sur 41, d'accord. Je viens de faire 42 il y a 2 jours. J'étais sur 41. Bon, écoute, ça va. Écoute, au-delà de ça, c'est quoi, toi, les projets pour Et les 2025? projets pour 2025. Alors, 2025, je vais tenter d'essayer de faire un PR sur une course à pied à sec. Sur un semi. J'en ai fait qu'une fois dans ma vie. Et c'était en 2018 où j'avais fait un super temps. Mais je me suis jamais... Je n'ai... J'ai jamais essayé de faire ni un marathon à sec ni un semi à sec. Le semi à sec, c'était une course organisée par un très bon coureur marocain, Thierry Ini, et qui fait des marathons et qui coachait beaucoup de monde ici, et en fait, qui l'avait organisé. Et je suis allé, une semaine avant, je me suis inscrit et je suis allé faire la course. Mais pas dans une ambiance, avec, tu sais, avec toute la ferveur que ça peut, qui t'amène et qui peut te faire monter en énergie, en dépassement de soi. Clairement. C'était à 5h30 du matin sur la côte, c'était assez chaotique parce que les flics étaient en train de bloquer le rendez-vous. Donc bon, voilà, donc je veux retenter un semi à Madrid. Ok, génial. Ouais, le semi de Madrid en avril. Après ça, il va avoir un PTO. 2 PTO en fait durant l'été. Le premier à Fréjus et le second à Ibiza. Et entre les deux, je cale l'étape du Tour. D'accord, donc ça va être Voilà. chargé. Puis Ça va être chargé et je finis. Là où on s'est rencontrés, j'avais fait une belle perf. J'étais un peu moins contente de la tienne. Floride. Mais à Floride. Ouais, Ah, je tu finis refais, génial. Je refais Floride pour essayer d'avoir ma qualification pour Kona. Génial. Et alors les méduses, toi, ça t'a pas Non, vacciné là-bas? non, ça m'a pas dérangé plus que ça. Non, ça m'a pas dérangé plus que ça. Je trouvais que c'était bien pour finir la saison. C'est un des derniers full où il fait encore beau sans que ce soit non plus voilà, trop chaud. Et après, il faut attendre. Il faut aller en Australie, Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup trop loin. Et avant, je voulais pas parce que j'avais vraiment envie de travailler, de travailler la vitesse et l'explosivité avec l'entraînement Ironman, l'entraînement half plutôt, excuse-moi, et surtout le PTO. Parce que j'ai trouvé que sur l'entraînement PTO de cette année, la particularité du PTO, maintenant tu as vu, de Tessan, on va dire, c'est que en fait, vu que c'est une retransmission télé, Ouais. ils sont sur des circuits avec plusieurs tours, un peu comme les circuits olympiques et tout. La particularité de ça, c'est que tu travailles beaucoup l'explosivité, il y a beaucoup de dénivelé, il y a beaucoup de relance, et je trouvais que c'était un jeu hyper intéressant d'aller pousser plus loin, justement sur ces types d'entraînement et d'intensité, pour pouvoir amener une base un peu plus forte. J'en chie. Mais je pense que ça payera par la suite. Surtout quand on amènera ça sur du full, avec de la régularité, de la distance, de la longueur. Je pense que y aura un bon rendement après ça. Non, bah, clairement, je pense que ça peut renforcer effectivement ta perf sur full de voilà, travailler la vitesse. Surtout, Fréjus, j'imagine que ça ne doit pas être plat à vélo. Je pense Non, que là, c'est pas plat à vélo. Non, Ibiza, il va avoir du dénivelé, ouais. Ibiza, il est pas facile non plus, mais je trouve que alors, bon, pour moi, la distance est peut-être un petit peu courte, donc c'est pas clairement un truc que je vais viser. Mais par contre, ce que je trouve sympa, c'est surtout, tu vois, sur la course à pied, même en vrai sur le vélo, de pouvoir voir les gens qui t'accompagnent, notamment à plusieurs reprises, le fait que voilà, tu pars pas juste pendant 180, tu disais la Floride, la Floride c'est ça, on part 180 km, on fait une énorme boucle et Tu vois personne. et tu Au vois bout d'un personne. moment, bon, heureusement qu'on est entraîné à passer des heures et des heures, mais c'est vrai que ça peut être ennuyeux. Tu peux t'endormir. Bon, on est dans une course, mais là, il y a là, il y a l'ambiance qui est là dans ce genre de course, et c'est vrai que c'est assez motivant. Très très motivant. Mais alors du coup, Floride, t'avais fait quoi? C'était 8h50, je crois. T'avais fait un énorme temps là-bas. C'était très 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 solide. Donc on peut espérer descendre en Ah, dessous de ça. c'est difficile de vouloir annoncer quelque chose. Non, c'est trop tôt là, c'est trop tôt. Secrètement, on va le dire On est secrètement. entre nous. C'est ce qu'on rêve secrètement. Voilà, j'aimerais être autour des 8h30, 8h35.
Ouais, solide. Je pense que j'avais sans exagérer, un bon gain à faire sur la natation. La natation, si tu te rappelles, était pas facile avec ce courant face. Surtout en revenant, le courant était face, c'était assez compliqué. Cette sortie à l'australienne qui nous a explosé le cœur quand on n'est pas habitué. Tu te rappelles, il y avait ce sable vallonné qui nous explosait les pieds. C'était l'enfer. Moi, à l'époque, je sortais d'une fasciite plantaire, donc j'avais encore un peu ce mal de pied. Le vélo, bon, je pense qu'on peut toujours améliorer. Mon vélo de Kona était encore bien mieux que celui-là de la Floride. Mais le vélo, j'avais déjà fait un très très beau vélo, donc je pense faire un peu mieux. Et la course à pied, je pense que c'est là où j'ai un gros gain. Je pense que ma course à pied n'avait pas été optimisée, dû avec la préparation qui a été un peu bancale sur la fin à cause de la fasciite plantaire. Et je pense que là, bon, j'avais fait, je crois, un marathon en 3h10. Je pense pouvoir le faire, faire un sub 3 heures. Voilà, sans aller dire encore plus loin, mais un sub 3 heures, normalement, est faisable au vu des chiffres que j'arrive à sortir. Bah, c'est top. Si tu arrives à gratter, ouais, après, je crois qu'on était à peu près pareil sur le vélo. On devait être à 4,32, je crois, Exact. de mémoire. Si tu arrives à gratter 10 minutes sur ça, ce qui en vrai est déjà dur, énorme. mais possible. Ouais, c'est possible. C'est un parcours qui s'y prête. Surtout si. Je crois qu'on avait eu un petit peu de vent de face à un moment. On avait eu ça. Et disons que maintenant, on a aussi nos bouteilles à Herrero. C'est ça. Il y a tous les nouveaux setups qui font qu'on peut optimiser encore un peu plus notre position. Clairement. Ça joue. Non, clairement. Bah écoute, une année qui va être un peu différente, mais qui va être cool. Et de ton côté, c'est quoi? De mon côté, tu parlais de courses un peu ennuyantes, donc je vais retourner au Texas. C'est dans pas longtemps, là. Ouais, c'est en avril pour la troisième fois de suite. Donc là, c'est un peu différent parce que vu que les 2 premières fois, je pense que le problème, c'était vraiment l'humidité et la chaleur. C'est le truc que je n'arrive juste jamais à gérer. Ça s'est encore vu à Kona, c'est très, très difficile. Donc là, j'ai pris la décision, en fait, d'y passer beaucoup plus de temps. Donc faire le 73 Texas au début du mois et l'Ironman Texas en fin de mois. Donc ça laisse 3 semaines de battement, ce qui, je pense, est suffisant parce que je ne m'entraîne pas particulièrement pour le 73, donc je ne vais pas avoir la vitesse que je pourrais développer sur un 73, mais c'est quelque chose qui va me servir, en tout cas, dans le cadre de mon entraînement. Ça sera une énorme séance, grosso modo, pour l'Ironman. Mais surtout, le but, c'est de m'habituer à acclimater aux conditions météo. C'est ça. Et après l'Ironman, tu le connais, tu l'avais fait aussi. C'est sur une autoroute, 2 allers-retours. Ouais. Ça, c'est. Ce qui est dommage, c'est vrai que cette partie vélo, elle est pas très marrante, mais la course à pied est géniale. La course à pied est top. La course à pied, cette ambiance quand tu passes dans le parc et tout ça. Je me rappelle que j'avais été hyper impressionné. C'était mon premier full et j'avais été impressionné par cette ambiance où les Américains, ils ont ce truc. Ils viennent, ils se posent la journée avec la musique, avec le pique-nique, et ils sont là de 8h du matin à 11h du soir, les mecs. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Non, clairement, par rapport à d'autres endroits où c'est vrai qu'il n'y a juste pas d'ambiance, il ne se passe rien. Enfin, la Floride, en vrai, c'était un peu comme ça de mémoire. Au début, tu avais un peu de monde autour de la ligne d'arrivée, et après... Après, il n'y avait plus rien. Plus on allait loin, plus on remontait là-bas. C'est vrai que la course à pied était ennuyeuse. C'était un long boulevard où il fallait faire un demi-tour au fond. Là, on était non plus Panama City. C'est pas la ville la plus peuplée au monde et c'est pas la ville la plus. Je pense que pour un spring break, ça doit être mieux que pour un triathlon là-bas. Surtout à cette période de l'année en plus, parce qu'il y avait vraiment personne. Clairement. Donc, il y aura ça en avril. Après, il y aura Challenge Roth en juillet. Donc ça va être cool. Une course que tu connais, tu avais bien performé aussi là-bas. J'avais bien performé et là, pour le coup, en termes d'ambiance et d'organisation, c'est exceptionnel. Ah, ça, j'ai hâte. Je l'avais repoussé, je devais le faire l'année dernière, mais vu que j'avais abandonné au Texas, je me revoyais pas lancer une nouvelle prépa Ironman. En tout cas, distance Ironman. Donc là, ça va être cette année et vraiment très, très, très hâte. Il y aura probablement un truc ou l'autre durant l'été à confirmer, mais surtout mon gros objectif, ça sera en fait en fin d'année l'Ironman Western Australia à Busselton.
pour, comme toi, choper la qualif pour Kona 2026. Eh oui, il faut qu'on se retrouve tous là-bas. Hein. C'est C'est ça. un rendez-vous qu'on veut pas rater. Hein. C'était top. Donc, écoute, on va suivre ça de près, on va travailler pour, mais ça serait top de s'y revoir là-bas en octobre 2026. Carrément, carrément. Bon, on passerait pas aux questions qu'on a reçues? Let's go. Désolé pour tous ceux qui ont envoyé des questions qu'on n'a pas retenues. Il faut retenter la prochaine fois. Peut-être qu'on la retiendra. Alors, on y va. Bon, première question. Doit-on cibler nos efforts sur un seul sport ou bien travailler sur les 3 en même temps? Alors, je vois un petit peu ce qu'on discutait tout au début. Je sais pas si tu veux y aller, mais Allez, je me lance. vas-y. Bon, alors déjà, comme ils disent disclaimer, j'ai regardé un peu des podcasts pour être assez, tu vois, au courant des mots qu'il faut dire. Voilà, on parle de notre propre expérience, on n'est pas des experts, on est des amateurs qui se renseignent beaucoup, qui adorons le sport et qui parlons de notre expérience et de nos connaissances qu'on a pu acquérir avec le temps. Donc ne vous en voulez pas, voilà, si on peut dire une bêtise, voilà. Si on dit n'importe quoi, nous en voulez pas. Mettez des petits commentaires gentils, mais et on évoluera pour la prochaine fois, on vous le promet. C'est ça, c'est un premier épisode de toute façon, donc on nous pardonnera. Non, alors sérieusement, on ne peut pas arrêter les 3 sports. Quand on voit comment on peut les gains qu'on a, voilà, disons on fait une préparation, on fait des blocs. On peut sur 3 mois mettre une intention particulière sur un bloc pendant 1 mois sur un sport, mais on est obligé de garder, je vais pas dire le minimum parce que c'est faux, mais garder un niveau avec des séances au moins de tempo, au moins, bon, endurance fondamentale, on n'en parle pas, mais des séances qui vont amener à progresser. Parce que si on ne travaille pas les autres sports quand on est focus sur un sport, on perd tous les acquis. Réussir à jouer sur les 3 sports, à mettre des focus sur un sport tout en gardant un certain niveau sur les autres sports, mais qui ne vont pas trop impacter le sport sur lequel on veut progresser, où on a le plus de focus, moi je trouve ça énorme parce que j'ai essayé de me faire des mini-coachings à un moment, on a tendance à trop en mettre. En tout cas, pour ma part, c'est sûr que pas tout le monde est comme ça, mais pour ma part, ça a été très, très difficile les quelques fois où je l'ai testé. Donc, pour répondre exactement à la question, on peut cibler un sport en spécifique à un moment, mais il y a toujours les 2 autres sports qui doivent être présents et avec un certain niveau d'intensité. Ça, c'est ma réflexion à moi. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je suis assez d'accord avec ça. Je pense que c'est surtout vrai pour moi, et c'est pareil sur base de mon expérience entre vélo et course à pied, où on a beaucoup quand même de sollicitations des mêmes groupes musculaires, même si le mouvement n'est pas le même. Les muscles pris isolément ne sont pas les mêmes. L'impact n'est pas le même. On a un sport porté, on a un autre qui génère énormément d'impact. Donc c'est assez difficile de les développer de la même manière en même temps et d'atteindre des résultats satisfaisants au même niveau sur les 2 sports. Avec la natation, c'est un petit peu différent parce que déjà, c'est un sport porté, ça fait appel à un autre groupe musculaire. Donc, je vois moins en fait de difficulté à travailler fort la natation et à travailler fort et le vélo ou du coup la course à pied. Par contre, je te rejoins sur le fait que ça a tout à fait du sens dans certaines périodes de l'année d'avoir un focus course à pied, vitesse ou alors vélo, développement de la puissance ou autre. Ça va être très difficile de développer à la fois ta vitesse en course à pied et ta puissance à vélo en même temps et d'atteindre le même type de résultat. Mais en revanche, on ne peut pas non plus se contenter d'avoir que de l'EF dans 2 sports et avoir un focus spécifique de travail sur un sport, selon moi, parce que ça ne fonctionne pas. Et l'un des intérêts finalement aussi de faire du triathlon, c'est de réussir à performer dans 3 sports. Et pour performer dans 3 sports, le jour de ta course, il va falloir y aller fort dans les 3 sports. Donc, je pense que l'entraînement que tu vas avoir et la difficulté qui doit être mesurée, mais qui doit être quand même existante semaine après semaine, mois après mois,
t'aidera de toute manière à gérer l'intensité en course. Tu peux juste pas t'en passer. Mais c'est difficile de tout faire progresser en même temps, clairement. Ouais, carrément. Je voudrais rajouter quelque chose. En fait, je pense qu'il y a même, ça peut être contre-productif. Donc, on peut avoir un moment une envie spécifique de travailler quelque chose, mais ça peut être contre-productif de commencer, comme tu l'as dit, à travailler, on va dire, de la VO2 max en natation et de faire de l'endurance fondamentale sur le vélo et sur la course à pied pendant 2 semaines, 3 semaines et ne faire qu'un focus sur ça. Parce que on appelle l'entraînement croisé et je pense que, comme tu as dit en plus de ça, on veut travailler les 3 sports. À un moment, on a des faiblesses sur un sport, certes, mais travailler un bloc de VO2 max, je pense qu'il faut qu'il soit peut-être un peu plus focus sur si on est moins fort en vélo, sur le vélo, mais on est obligé de travailler la même filière sur les autres sports aussi. Bien sûr, avec des niveaux d'intensité, avec des repos, tout ça, mais c'est intéressant de travailler la filière globale parce que le corps a besoin de repos et a besoin d'être neurologiquement et physiquement capable de pouvoir supporter tout. Si on lui met des grosses charges, il faut que ça soit sur un bloc bien spécifique pour pouvoir passer sur un bloc plus long, on va dire sur la force d'endurance par la suite, pour pouvoir l'assimiler. Mais si dans cette force d'endurance, vélo, course à pied, on met que du VO2 max, natation, le corps, il ne peut pas assimiler les deux. Neurologiquement, physiologiquement, on va pas réussir. Donc, il y a quand même, au bout d'un moment, on peut faire un focus sur un sport, mais on va travailler à peu près les mêmes filières sur un même bloc. Je pense que ça va de soi. Ah, je suis d'accord avec ça. Il y a quand même un certain transfert qui se fait entre les sports. Clairement, ça a du sens. Allez, la suivante. À votre avis, est-ce que c'est la dernière année à Nice pour les championnats du monde Ironman? Bon, là, je peux commencer si tu veux. Vas-y. Moi, j'espère. Pourquoi? Parce que Kona, c'est sympa tous les 2 ans. Est-ce que tous les ans, ça serait pas encore plus sympa? À voir. Mais non, clairement, après, je crois que c'est vraiment une. Il y a deux choses en réalité, en étant plus sérieux. Il y a le côté Nice, c'est pas Kona en termes d'aura, en termes d'histoire, en termes de. Enfin, voilà, j'ai fait les 2 courses. Je sais pas si tu avais fait Nice, toi. Non, jamais. C'est juste pas la même ambiance. J'ai pas fait les championnats du monde à Nice, mais j'avais fait les championnats du monde à Saint George, de full Ironman. C'était pas non plus la même chose qu'à Kona. Kona, ça reste à part. Il y a une ambiance particulière. Il y a cette aura. C'est un peu impalpable. Il faut l'avoir vécu pour le voir. Mais clairement, je pense pas que ce soit quelque chose qu'on retrouve à Nice, même si c'est avec le branding championnat du monde Ironman. Alors, je suis d'accord avec toi. Je mettrais certaines nuances, mais oui, Nice ne plaît pas. Je pense que dans le milieu du triathlon, on l'a vu, on connaît quand même, on a beaucoup d'amis, chacun de notre côté, qui sont là, des slots pour des courses. Quand c'est le Tour de Nice, les slots vont plus loin. Les gens ne prennent pas les slots tout de suite. Déjà, je pense qu'il y a 2 sujets là-dessus. C'est qu'il y a déjà un full à Nice en juin qui coûte moins cher que de faire le full en septembre. Donc, je pense que malheureusement pour la ville de Nice, ça joue aussi. Et bon, et après, on l'a vu, comme je disais, au niveau des slots, les gens n'y vont pas, ne prennent pas les slots. Donc, c'est un fait. On a vu au fur et à mesure, sur la 2e édition, femmes, hommes, il y a de moins en moins de respect de l'organisation. On a vu sur le dernier femme, ça devenait dangereux. Il y a des voitures qui sont rentrées sur l'organisation pendant la course. On a déjà très vite entendu qu'il y a un ras-le-bol aussi de la population. Donc bon, maintenant ils ont signé jusqu'à 2026. Donc là, voilà, cette année c'est les hommes. 2026, il y aura les femmes encore. Est-ce qu'il y aura une continuité? Je dirais que même pour le sport, j'espère pas. C'est peut-être dommage pour la ville de Nice, mais au vu, c'est factuel, on le voit, on l'entend sur les différents podcasts, sur différentes émissions, ça plaît pas. Bon, il faudrait que ça aille ailleurs. Maintenant, aux États-Unis, il y a une ambiance de ouf. Les Américains sont des oufs pour ça. Et en termes d'organisation, ils sont bon. Il y a quand même un next level par rapport à ça. Je dis pas que toutes les courses en Europe ne sont pas à leur niveau, mais
Dans la globalité, il y a beaucoup plus de très belles courses avec une certaine organisation et une certaine ambiance aux États-Unis. Clairement. Peut-être que des villes en Allemagne, des villes en Autriche pourraient se placer pour des futurs championnats du monde où les paysages sont dingues, où il y a beaucoup d'ambiance, comme à Klagenfurt, où on sait, tu vois, c'est des foules qui plaisent, qui sont pleins tout le temps, tout de suite. Peut-être, mais en tout cas, Nice, ça me paraît compromis, et peut-être pour le bien du sport, c'est mieux que ça change d'endroit. Je suis d'accord avec ça. Moi, ce qui m'avait choqué, c'était vraiment quand tu parlais du roll down pour les slots. Au bout d'un moment où les mecs ils disent bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fini la course qui veut aller au championnat du monde? J'ai jamais entendu ça à Kona. Généralement, le roll down il va pas très très bas, sauf dans les courses qui sont vraiment juste proches et les gens peuvent juste pas y aller pour une raison ou pour une autre. Mais pour Nice, même bien avant, c'est un peu dommage parce que ça enlève un petit peu le côté mystique C'est ça, de se qualifier c'est pour ça. les championnats du monde. Ouais. Bon, allez. Vous nous direz ce que vous en pensez en L'avenir commentaire. nous dira ce qui se passe, hein. Mais C'est bon, ça. c'est notre avis. Bon, est-ce qu'on a un avis sur le niveau qui explose en groupe d'âge? Quand on disait que le triathlon était un sport d'endurance et que plus on était vieux, mieux c'était. Je crois, le post-Covid nous fait mentir. Ouais, c'est Donne tort à tout le monde parce que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid, mais les gens il y a eu il y a eu un bond dans le niveau, aussi bien chez les pros. Je sais pas si tu te rappelles, les pros avant le Covid, ils couraient en 3,40 sur des Alpha Ironman. Post-Covid, ils courent tous en 3,12. le vaccin. C'est le vaccin, ça. Peut-être. Ouais, c'est dingue. Et ben ouais, je pense que les dernières recherches qu'il y a eu, le fait qu'il y ait beaucoup plus de professionnels sur YouTube qui montrent leur entraînement, qui montrent le volume aussi, je pense que ça pousse beaucoup plus. Il y a eu des recherches, pas des recherches, parce que c'était des choses qui étaient déjà dans le milieu professionnel depuis longtemps. Les nouvelles façons de s'entraîner avec le lactate, avec plein de choses. Il y a beaucoup, il y a des experts qui vont dire non, ça peut pas être donné à tout le monde et tout. Bon, quand on sait un peu les utiliser, ça nous fait gagner un peu de temps, forcément. Tout ça réuni, bon, ben, ça fait que les jeunes de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans sont sur des foules en moins de 8h30, en 8 heures. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ah, ils ont le niveau qu'avaient des pros en fait il n'y a pas si longtemps que ça, alors que je suis pas enfin je sais pas quel temps est-ce qu'ils y consacrent, mais clairement enfin moins, avec moins de moyens, peut-être un peu moins de matériel, moins de cadrage également, et c'est clair, c'est très très impressionnant. Et j'ai vu aussi un avant et un après Covid avec les résultats qu'on fait quand on sort une bonne course. Avant Covid, en gros, tu gagnais ton groupe d'âge et tu étais dans les 10 premiers Mm. au général. Maintenant, c'est plus tout à fait le cas. Et pareil pour les slots, c'était quand même beaucoup plus facile avant. Maintenant, le niveau. Alors, moi, je l'explique aussi du fait que le sport est en train de gagner beaucoup en visibilité, attire beaucoup de nouvelles personnes qui ne pratiquaient pas avant et qui, du coup, s'y sont mis. C'est pas nécessairement ceux qui pratiquaient avant qui sont devenus vachement meilleurs. Mm. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne pratiquaient juste pas et qui en fait sont très très solides, ou alors pratiquaient, je sais pas, du vélo, se D'autres sont mis, sports, ouais. c'est ça, mais vraiment ça a attiré tout un tas de personnes qui se sont dit, mais en fait ce sport il est pas mal. Je pense que comme tu dis, la présence sur les réseaux de professionnels, de gens qui voilà essayent de démocratiser un petit peu ce sport, le fait qu'on en entende davantage parler dans les médias, le fait que même à Paris, pour les Jeux Olympiques, ils en avaient alors pas toujours pour les bonnes raisons, le pourri dans la Seine, des choses comme ça, mais ils en avaient parlé du triathlon au final. Et c'est un Ouais. truc que tu entends de plus en plus. Et c'est moins, voilà, tu vois, le mec qui court en slip après avoir fait du vélo. C'est un peu plus stylé maintenant, donc ça attire peut-être un petit peu plus de personnes. Et dans ce tas-là de personnes qui sont attirées par le sport, il y a des gens qui voilà, sont doués ou alors travaillent et développent leur pratique. Et clairement, ça se Ah ressent. ouais, ouais. Et il y a un aspect aussi, un aspect, on le voit bien post-Covid aussi, et on le voit de façon très présente sur les réseaux sociaux. Nutrition, récupération.
c'est des choses sur lesquelles on n'entendait pas parler avant. Les pros en parlent beaucoup maintenant. Post-Covid a fait que c'est quelque chose qui est devenu au devant de la scène aussi, la nutrition aussi. Et tout ça fait que les gens s'améliorent, comme nous, on s'est améliorés. Nous aussi, on a bien qu'on vieillit. Moi, chaque année, je dis, j'ai jamais été aussi en forme. Et chaque année, on s'améliore. Et c'est la même chose pour des jeunes qui ont beaucoup plus de vivacité, beaucoup plus d'explosivité. Je pense qu'avant, on disait que l'endurance, bon, c'est scientifique. L'endurance s'améliore avec le temps, mais la capacité d'endurance qu'ont les jeunes, je ne pense pas qu'on pouvait s'en douter avant, parce que les entraînements n'étaient mal faits. Quand on sait comment physiologiquement on connaît le corps humain et comment on peut l'entraîner, avant, c'était des bourrins. Il fallait jamais s'arrêter de courir, jamais s'arrêter de faire du vélo, il n'y avait pas de récupération, et en fait, ils sous-performaient. Je pense qu'on arrive à des optimisations maintenant qui font que, on peut le voir sur tous les résultats professionnels, hein, que ce soit en vélo, en natation, en course à pied, chaque année, les records sont battus. Bon. Je pense qu'il y a un impact aussi du matériel. De plus en plus de personnes ont accès à du matériel qui est de plus en plus performant. C'est de moins en moins cher, même si ça reste quand même... Un certain budget, ouais. C'est quand même plus accessible qu'il y a quelques temps. Ouais, non, c'est impressionnant. Après, il y a un point aussi qui est la question du dopage, qui est aussi présente dans les groupes Je me disais, d'âge. je vais le sortir ou tu vas le sortir? Non, je savais pas non plus si j'allais le sortir ou pas. Mais clairement, je sais pas si tu te souviens, cette espèce de sondage qu'ils avaient fait à Roth il y a 2-3 ans, où en gros, tu avais je sais pas combien de C'était pourcentage, effrayant. ça faisait peur, de mecs qui ont, ou de femmes qui ont pris des produits qui permettent justement d'augmenter la performance. Et c'est juste un échantillon. Je crois qu'ils avaient fait une étude sur 1000 personnes et je crois qu'il y avait à peu près 70% qui avouaient s'être dopés. Et sur les 70% qui avouaient s'être dopés, il y avait une trentaine de pourcentages, si je me souviens bien, qui étaient avec de l'OPO ou équivalent. Donc le reste, c'était avec l'ibuprofène, des antidouleurs et tout. Mais les autres, c'était vraiment du dopage réel. Ouais, gros dopage, quoi. C'est effrayant. À partir du moment où le sport est rémunérateur, il y a du dopage. Et ça, on l'a vu de tout le temps. Et si les organisateurs voulaient vraiment mettre ça au grand jour, quels intérêts ils auraient? Déjà, le coût est délirant. Un test en soi est très très cher à réaliser. La chaîne, en fait, pour mettre en place un seul test, je crois qu'on parlait de, je sais pas si on était dans les $1000 ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ce que j'ai entendu, ouais, à peu près $1000. Ce qui est impossible sur des groupes d'âge, ou alors il faut faire une sorte de sample où tu prends des gens au hasard, ceux qui performent plutôt quand même pas mal. Ouais, mais tu vois, je te coupe. Sur les groupes d'âge, on pourrait faire un truc simple. Tous ceux qui sont qualifiés, tous ceux qui sont sur les podiums. Ouais, pas faux. Et s'ils sont positifs, c'est eux qui payent leur... déjà, ils perdent leur place et ils doivent payer leur test. Genre, ça pourrait être dans le contrat Ironman. Celui-là qui a rien à se reprocher, il va le signer parce qu'il se dope pas. Celui-là qui veut pas le signer, voilà. Mais déjà, ce serait simple de pas essayer de choper n'importe qui sur la course. Tu fais un podium, tu te fais tester. Ouais, pas faux. Non, et c'est ciblé. On veut voir si les gens qui font des podiums se battent avec les armes égales ou non. Non, je pense qu'il y a des solutions. Il y avait, je sais pas si tu avais entendu, il y avait une course l'année dernière, je crois, en Espagne. C'était un truc cycliste, pas très loin d'ici, où ils ont annoncé qu'à la fin, ils allaient faire des tests justement un peu grande envergure, quoi, sur les cyclistes qui arrivaient. Et je crois qu'il y a 90% des gens qui n'ont pas fini, en fait. Ça en dit long. Ça en dit long. Et c'est ouf parce que là, on parle pas du niveau professionnel, on parle du niveau amateur. Mais oui. Bon, et là, en fait, on vient quoi? On vient nourrir son ego, parce que on vient nourrir... alors, je vais même pas dire son ego, on vient nourrir sa place dans la société grâce aux réseaux sociaux. Mais quand tu te regardes devant la glace, tu te dis quoi? Ah ouais, je me suis dopé, j'ai gagné. Bon, chacun voit le monde du sport comme il le veut. Il y en a, c'est des batailles contre les autres. Il y en a, c'est juste
une bataille contre eux-mêmes. C'est ça. En fait, quand je dis une bataille, c'est vraiment, oui, c'est se surpasser, se dépasser pour toi. Après, bah, tu fais un résultat au niveau des autres, mais c'est contre toi que tu te bats pour être meilleur. C'est ça. C'est Parce que ça. tu trouveras toujours quelqu'un de meilleur que toi, hein. Donc, si tu te compares aux autres, tu vas toujours perdre. Il y aura toujours un meilleur que toi. Clairement. Non, mais ça, c'est quelque chose. Bah, déjà, moi, je fais ce sport-là. J'adore le lifestyle, le fait de voyager pour aller faire une course, mais aussi le fait au quotidien de prendre soin de soi, de se sentir bien, de faire du sport, de bien manger, de bien se reposer. Ça, en soi, ça te met un rythme aussi finalement dans ta vie. Et c'est quelque chose qui est assez vertueux, je trouve, parce que ça se reflète dans plein d'autres aspects de ta vie, cette pratique. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Mais à côté de ça, comme tu dis, parfois, tu vas faire une course, tu vas tout exploser dans le classement parce qu'en fait, il y avait des gens qui voilà, ont performé comme des oufs. Mais toi, par rapport à ta propre performance, tu peux quand même être super satisfait de ce que tu as fait parce que tu as fait mieux que la veille, tu as fait une course qui cochait les cases par rapport à ce que toi, tu peux espérer faire. Et tout n'est pas en fait la question de choper un slot, de faire un temps par rapport aux autres, même si ça fait super plaisir naturellement, mais c'est un peu rater l'objectif premier qui en tout cas clairement est le mien, qui est de voilà, grandir comme personne, me développer comme athlète et être juste fier du travail accompli. Mais comme tu disais tout à l'heure, le triathlon, c'est limite une cache qu'il faut causer dans le CV maintenant, qu'il Oui. faut mettre dans le CV et qu'on a coché. Et ça apporte, ça apporte des dérives. Et une des dérives, c'est de dire, bah ouais, je veux me qualifier pour un slot. C'est pas je veux me qualifier, c'est pas je veux faire un triathlon pour voir où j'en suis ou pour faire un temps. Non, c'est où je vais être dans le classement par rapport aux autres. Et malheureusement, bah, le regard il est toujours vers les autres que vers soi-même. Ouais. Ouais. Et malheureusement, ça amène de la frustration, ça amène beaucoup de choses qui peuvent être négatives. Et même dans l'entraînement, Strava, ça a des côtés magiques, mais Strava a un côté vicieux. C'est que les gens vont faire des entraînements en pensant à des allures parce que les autres vont les voir. Une endurance fondamentale, le gars il a le cœur à 160, c'est pas une endurance fondamentale. Mais parce que tu veux pas dire que tu cours à 6, c'est pas grave. Mais en courant à 6, tu vas progresser. C'est la dérive et les travers, malheureusement, des réseaux sociaux dans notre sport et du regard des autres, où les gens sont focus sur ça. Clairement, clairement. Question suivante. Ouais. Pour un entraînement équilibré, quel serait le ratio idéal entre natation, vélo et course à pied? Bon, sans parler de kilométrage, parce qu'après, ça, c'est difficile en fonction de... À vélo, voilà, si tu roules sur du plat, tu roules sur du montagneux, plus en termes de volume horaire, je dirais qu'il y a quand même une grosse partie qui est consacrée au vélo. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui va tourner entre 40 et 50% de ton temps sur une semaine. Tu vas peut-être avoir, sur ce qui reste, peut-être 50 à 60% de natation et le reste, pardon, de course à pied, et le reste, ça sera la natation. Donc, en gros, ouais, 50% de vélo, 35% natation, je vais pas y arriver, course à pied, et le reste natation, idéalement, après avec des petits ajustements en fonction des périodes, en fonction des focus qu'on veut mettre, mais moi je verrais plutôt les choses comme ça. Ouais. Bon, en fait, tu cites à peu près les mêmes pourcentages de chaque activité sur la course. Le vélo, c'est à peu près 60% de la course. La natation, on est à 10-15%. Après, je pense qu'il faut mettre une nuance là-dedans, c'est par rapport aux capacités de chacun. Si on est très bon en natation, passer 10 heures dans un bassin pour gagner 1 minute n'a aucun intérêt, alors que en enlevant 2-3 heures et les mettre en plus sur le vélo ou la course à pied, qui sont des volumes beaucoup plus gros, on a beaucoup plus à gagner. Et il faut pas tomber dans certains travers de dire oui, la natation, c'est que 10% de la course, donc il faut que je travaille le moins possible. Non, t'as raison. Ce qu'il faut savoir avec ça, c'est que la natation, c'est le premier sport qu'on fait. Si tu sors fracassé de la natation, que tu l'aies faite en 1 heure ou en 2 heures, si tu restes fracassé, tu es mal barré pour le reste de ta course. Donc bon, je suis en soi, je suis quand même d'accord avec les proportions que tu as données.
Mais après, il faut y mettre des nuances sur un peu ses capacités. Si on n'est pas bon en piscine, il faut mettre un plus gros focus sur la piscine et diminuer un peu sur le vélo et sur le course à pied. Et voilà, il faut adapter ça à ses niveaux dans chaque activité quand même. Ouais, non, t'as raison. En fait, ce que je me rends compte en parlant, c'est qu'au final, j'ai un temps passé à la piscine qui est disproportionné finalement par rapport au temps qu'on passe effectivement sur un triathlon dans l'eau. Euh, À vélo, c'est à peu près ça, parce que grosso modo, comme tu dis, c'est 50%, et effectivement, mais c'est plus la balance, elle va se faire effectivement entre course à pied et natation. Effectivement, si tu passes voilà, 10% de ton temps, je pense, d'entraînement dans la piscine, ça va être difficile d'évoluer, C'est ça va difficile. même maintenir, je suis même pas sûr, sauf que à ce que tu aies un niveau, voilà, que ce soit naturel Ah de ouais, non, nager. non, complètement. Mais effectivement, ça dépend de chacun. Il y a des ajustements à faire, mais voilà, en termes de ratio, on n'est pas trop dans le faux. Si grosso modo la moitié c'est pour le vélo et le reste, on se le répartit un petit peu. Ouais, et tu vois, si en regardant les pros, je me rappelle à l'époque, c'était les stats de Frodeno que j'avais vu, où le mec passait un temps en termes d'heures plus long en natation que sur la course à pied. Il faisait énormément de natation, énormément de vélo, et il disait que pour lui, donc c'était propre à lui, que le gros volume qu'il faisait en natation lui travaillait des capacités physiques sans le côté, pas, je vais dire néfaste, mais sans le mauvais côté que peut avoir la course à pied avec un gros volume sur l'articulaire, sur les muscles, sur tout ça, et il préférait travailler certaines capacités physiologiques grâce à ça sur la natation. En regardant beaucoup de pros, il quand même passe un volume de natation très élevé. Ouais, c'est vrai. Non. Est-ce que c'est justement pour travailler certaines capacités physiques? Parce qu'avec le volume qu'ils font, ils pourraient pas se permettre non plus de courir. On fait 3 sports. Je pense pas que, et on n'a jamais vu de triathlètes courir 120, 130, 140, 150 km comme les marathoniens. Non. Donc, ils tournent tous entre 70 et 100, 110 km. Après, je pense que, voilà. On revient sur les amateurs. Je pense que de notre côté, il faut trouver un juste milieu. Mais oui, comme tu as dit, il y a les proportions de la course qu'il faut quand même travailler dans ce sens-là, en adaptant un peu avec les capacités de chacun et les faiblesses de chacun. Clairement. Question suivante. Ouais. Alors, plutôt visière ou lunettes avec un casque aéro? Cette question un peu random. Mais Non, vas-y, tu veux commencer? ouais, moi, clairement, visière. Les lunettes, c'est même pas un truc que je penserais à prendre. Et même pour un casque qui est pas aéro, les casques que j'utilise, voilà, quand je m'entraîne en extérieur, je prends quand même un casque avec une visière, ne serait-ce que pour le confort, ne serait-ce que parce que j'ai pas la transpi qui coule dessus. Euh, et ça, c'est même sans parler du côté aéro. Après, Ouais. sur, je sais pas, un casque, bah, le Met, le drone white body, celui que j'utilise, ou même celui que j'utilisais avant, l'Endura, euh, je vois honnêtement pas trop l'intérêt de mettre des lunettes, sauf si vraiment tu chauffes et tu as l'impression que la visière te fait chauffer, et le fait de l'enlever va te permettre de ventiler un petit peu plus et d'avoir un petit peu plus de fraîcheur. Et pour moi, ouais, ça sera jamais une situation qui se produira. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je suis plutôt visière. Je pense que, bon, alors si on doit parler aéro en quelques secondes, forcément, les visières épousent la forme du casque, donc on va peut-être gagner en aéro, et je pense que même il y aura des gens qui vont nous dire que c'est peut-être pas vraiment, suivant le sens du vent, suivant beaucoup de choses et tout. Après, quand le casque est bien aéré, je trouve que le casque avec la visière bien aérée, on transpire moins que quand on a des lunettes. Et quand on a des lunettes, et si on a des gouttes qui tombent sur les verres pour les enlever, ou pour les essuyer, c'est mort, c'est l'enfer. Je sais que moi, un moment, je pédalais sans visière. Sans visière, sans lunettes. Quand il faisait chaud cet été, parce que le casque était pas assez bien aéré. Et je m'étais même habitué à pédaler comme ça. Mais clairement, qu'on a avec visière Ouais. et quand les casques sont de mieux en mieux faits, quand c'est bien aéré,
y a pas de problème. Ouais, clairement. Je suis d'accord avec ça. Question suivante. Comment faire pour supporter le volume d'entraînement? Bon, là, c'est pareil, c'est une question qui est assez large, donc on peut essayer d'être assez rapide, essayer d'être assez précis, mais je pense que pour moi, clairement, la clé, c'est d'une part, il faut que le volume il soit adapté à la personne, il faut qu'il soit adapté à ce que la personne est capable d'encaisser, son expérience, combien de temps ça fait qu'elle s'entraîne, son âge, ses contraintes voilà, dans la semaine, qui n'est pas un stress supplémentaire qui rende vraiment la séance insoutenable. Si tu as des contraintes par ailleurs, que ce soit travail, famille, autres, forcément, ça va être beaucoup plus difficile et tu vas avoir peut-être un ressenti sur tes séances qui va pas être le même, donc tu vas pas nécessairement supporter le volume de la même manière. Et à côté de ça, bah, il y a des choses évidentes qui sont la nutrition, tout simplement se nourrir suffisamment, que ce soit avant la séance, pendant la séance, après la séance. Il y a des approches différentes, mais mon approche, c'est certainement pas le low carb. Et après ça, bah, il y a naturellement la récupération, hein, le sommeil avant tout. Un bon nombre d'heures de sommeil qui permet effectivement d'assimiler l'entraînement, qui pour moi est quelque chose qui vient un peu attaquer le corps, qui vient un peu détruire euh, voilà, tout ce qui est fibres musculaires et autres. Et là où tu vas réellement réaliser du progrès, c'est pendant ta récupération, pendant ton sommeil, lorsque tu vas assimiler tout ça. Clairement. Ouais, clairement, le premier point, le sommeil et après, c'est, la nutrition. C'est vraiment les 2 piliers essentiels pour pouvoir performer, qui sont pas faciles à mener, avec, nos vies d'athlètes, de parents, professionnels. C'est limite et je le dis souvent, c'est limite plus compliqué pour nous que pour les pros. Parce que les pros doivent s'entraîner. Bon, ils ont sûrement des choses à faire de par leur contrat avec leur marque, mais c'est pas toute l'année. Ils sont généralement jeunes, ils ont pas tous des enfants. Et donc, c'est assez bateau. Manger, s'entraîner, dodo, c'est ce qu'ils font. Nous, on a beaucoup plus de paramètres stressants qui viennent s'abriguer là-dedans. Donc, ouais, sommeil, nutrition. Et après, j'amènerai des petits... voilà, il faut si on écoute un peu tout ce qui se dit, oui, le bain de glace, oui, le sauna, oui, ça, il y a rien qui est prouvé. Je pense qu'à partir du moment où on trouve que quelque chose nous fait du bien, on a déjà gagné. Parce que à partir du moment où, je sais pas, je vais dire une bêtise. Oui, on dit que les bottes de compression, ça marche pas autant que ça, que c'est pas. Oui, mais à partir du moment où toi, tu te sens beaucoup plus léger, que tu as les jambes légères et que sur la séance d'après, ben, c'est peut-être un effet placebo, mais que ça marche, eh ben, fais-le. C'est la même chose pour le bain de glace, la même chose pour le sauna, la même chose si c'est une marche, la même chose si c'est une sieste. Je pense qu'il faut trouver ce qui nous fait du bien. C'est ça. Et à partir de là, pouvoir le répéter. Je pense que c'est voilà, c'est une des choses primordiales. Après, une des choses un des conseils que je pourrais donner aux gens, c'est essayer de remarquer quand ils sont irritables. Je pense que à partir du moment où tu te rends compte que tu deviens irritable pour un peu tout et n'importe quoi, tu peux te dire que tu es en surentraînement. Pas peut-être que physiquement tu le tiens, mais psychologiquement, nerveusement, tu le tiens pas. Donc il n'y a pas que le surentraînement où tu dois être carpette, non. Il y a psychologique, il y a physiologique et ça, je pense que c'est quelque chose que les gens ne font pas attention et c'est vrai nous-mêmes. Je pense qu'il faut être clair. À 3 semaines, un mois avant une course, moi je sais que je deviens irritable parce qu'il y a le stress qui monte. On essaie de mettre beaucoup plus de focus sur tout et ben quand tout arrive, et ben on n'arrive pas à assumer, on n'arrive pas à assumer la charge. Parce que ce stress, c'est une charge supplémentaire permanente qu'on se met. Et ben si on arrive à détecter ça, ben il faut savoir qu'il faut lever le pied un moment sur quelque chose. Ben, si on a la chance de lever le pied un peu sur le boulot pour pouvoir le faire, top. Mais généralement, c'est pas trop permis. Mais voilà, il faut lever le pied quelque part parce que ça ne marche pas. On le supporte plus.
Je suis d'accord avec ça, c'est un très bon conseil, ça. Effectivement, c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué. Et comme tu dis, tu t'en rends peut-être pas compte physiquement parce que les séances, elles passent, tu arrives quand même et voilà, tu deviens très, très susceptible à la moindre chose. C'est un indicateur, effectivement. Justement, ça nous emmène peut-être à la question suivante. Yoga et triathlon, est-ce qu'il y a un bénéfice et comment programmer ces séances? Alors là, je vais te laisser répondre si tu as un avis sur la question, parce que moi, le yoga, je n'en ai jamais fait. Je suis raide comme un, comme un bâton, donc c'est vraiment pas mon truc. Mais peut-être que effectivement, ça peut avoir certains bénéfices. Alors, oui, yoga, qu'est-ce qu'on entend par yoga? Est-ce que c'est le yoga stretching? Est-ce que c'est le vrai yoga où on parlera plus de méditation? Est-ce qu'on parle de mobilité? Moi, je l'entendais plus comme ça, tu vois, plus un peu mobilité et aussi le fait de, voilà, peut-être te débarrasser d'un stress que l'entraînement et l'accumulation d'efforts finalement peut te créer, juste te recentrer en fait et travailler en même temps la mobilité, grosso modo. Je trouve que bah, moi ma femme, ma femme fait du yoga, donc elle est même prof, enseignante et donc j'en ai pas mal fait. Avec elle et c'est vrai que je l'ai un peu abandonné pendant un moment et je me suis remis parce que quand je l'ai abandonné, c'est là où tu vois qu'on fait pas de mobilité. Alors, il y en a qui vont te dire le stretching, pas le stretching, mais ce tout ce cadre mobilité, stretching apporte une récupération musculaire et le sport te crispe, te contracte. Si tu travailles pas la mobilité, l'élasticité, au bout d'un moment, il arrive à ses limites. Et là, il peut avoir des blessures et des casses. Et le fait de travailler cette mobilité va lui donner de l'élasticité et même la possibilité d'étendre tes fibres pour pouvoir engendrer plus de volume et progresser encore plus. Donc c'est une part très importante. Maintenant, est-ce qu'il faut en faire 10 minutes tous les jours ou 1 heure tous les 3 jours? Je pense que c'est propre à chacun et propre à son programme. Je pense pas qu'il faut être focus en disant il faut que je fasse faire une heure de yoga tous les jours ou de mobilité ou de stretching. Je pense que 10-15 minutes peuvent suffire. Pas du tout avant et après les entraînements. Il faut que ce soit une séance à part. Et il faut vraiment faire attention à l'intensité qu'on met. Souvent, on dit qu'une séance de stretching, doit être entre, allez, un effort de 4 à 6 sur 10. Plus que ça, eh ben, en fait, c'est plus du stretch, ça devient une séance de force ou de torture. Je sais pas comment on peut le voir, mais ça apporte un stress au corps qui est contre-productif par rapport à ce qu'on essaie de faire, de le détendre. Donc non, un yoga, on doit sentir un étirement, mais on doit pas avoir mal. Et on doit pouvoir respirer profondément par le nez et expirer par le nez pendant 1 minute, 2 minutes, dans l'effort. Et si on va trop loin dans cet effort-là, on peut pas respirer normalement. On va avoir une respiration saccadée. Donc je pense que c'est aussi des petits indices qui nous disent si on va trop loin dans l'étirement, oui ou non. Donc voilà, pour moi, oui, ça a une part importante. Qui peuvent être calés un peu tous les 10 minutes, tous les jours, ou peut-être 1 heure tous les 2-3 jours, suivant les possibilités de chacun. Et après, pour finir, parce que je disais que ma femme était dans le yoga, là, pour le coup, la méditation. La méditation, je pense moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc on va pas parler de rentrer dans une méditation pour rentrer dans la spiritualité ou autre chose, mais juste déjà pouvoir se poser, faire une analyse de son corps, savoir si on a des bobos, si on est prêt à pouvoir assumer certaines séances, où on en est physiquement, juste ça, juste pouvoir s'écouter un peu, ça prend 5 minutes. On n'a pas besoin de se mettre comment dire, les jambes croisées dans une certaine position. Voilà, non, on parle pas de ça. On parle prendre un moment pour soi. Ça peut être assis, ça peut être allongé dans la salle de sport quand il n'y a pas de bruit autour et juste faire une introspection de soi-même et s'écouter. Je pense que tout ça ne peut apporter que du bien dans notre pratique. C'est super intéressant et comme je disais, j'en ai jamais fait, mais au final, je pense que il y a tout un tas de leviers qu'on peut utiliser au bout d'un moment quand on a vraiment
Je pense que ça vient par la suite, après avoir essayé de maximiser un petit peu voilà, la natation, le vélo, la course à pied. On va pouvoir maximiser un petit peu le repos, on va pouvoir maximiser un petit peu son approche de la nutrition, il y a le matériel aussi. Mais après, il y a tout un tas de choses, comme tu disais. Le yoga, je pense que ça en fait partie. La méditation, ça peut en faire partie. Euh, Essayer d'introduire des choses, en fait, qui, si elles sont introduites trop tôt, ça va pas nécessairement permettre de déclencher peut-être les petits avantages additionnels. Mais une fois que tu as mis en place vraiment tout un tas de choses par rapport à ce qui est vraiment la pratique de base, et c'est vrai pour le triathlon, mais j'imagine que c'est aussi vrai dans d'autres sports, le fait d'avoir des petits éléments en plus comme ça peuvent, je pense, apporter certains bénéfices. C'est des choses qui restent des éléments à découvrir pour moi, mais en tout cas, c'est la manière dont tu le présentes, c'est assez intéressant. Ouais, et tu vois, quand tu dis oui, oui, ça reste des éléments qui sont bénéfiques. Après, tu as dit un truc que je pense qui est important. Il faut, à moins d'avoir un coach qui nous intègre ça dans une préparation suivie par des coachs, donc là, on va parler d'un milieu professionnel. Je pense que quand on découvre le sport et quand on est un peu en pleine bourre au début, on n'a pas le temps on n'est pas prêt mentalement à se poser là-dessus. Parce qu'on va en découdre. On veut que ça fasse mal. Et c'est normal, on est tous passés par là. On veut avancer et on veut le sentir. Et c'est vrai que, peut-être c'est aussi la maturité, mais c'est vrai que quand on veut, on a déjà un peu optimisé, maximisé notre optimisation. Et quand on veut faire des petits déblocages, parce qu'après on sait que c'est des petits pourcentages qu'on va aller chercher, eh ben, ça en fait partie. Bah écoute, ça nous emmène tranquillement à la dernière question. Et justement, quand on parle de débloquer des petits avantages, des petits pourcentages, on nous demande un petit peu quels sont les avantages des cockpits sur mesure. Ouais. Alors, toi et moi, on en a un. Je pense que, alors là, on va mettre on va mettre ça dans un contexte. Le matériel, je pense qu'il est là pour faire gagner entre 5 et 10% par rapport à quelqu'un qui a quelque chose de standard et quelque chose de personnalisé. On voit les études entre un vélo milieu de gamme et un vélo haut de gamme. Le gain, il est de 1%. En termes de watts et ce genre de choses. Ce qui va changer dans tout ça, c'est la position du bonhomme sur son vélo et comment il fait 1. C'est ça qui change tout. Donc, il faut, en disant ça, on remet un peu le cadre. C'est pas parce qu'on va acheter des aérobars sur mesure qu'on va se faire que demain on va exploser un temps. Non. Par contre, ça risque de nous amener un certain confort qui va faire que peut-être en vélo, on va gagner peut-être que 3-4 minutes, mais on va les gagner avec beaucoup plus d'aisance et beaucoup moins d'effort. Et c'est ça qui est important, d'aller pouvoir rechercher ça. Donc je pense pas que bon, ça a un certain coût, déjà, il faut le savoir. Il faut pas que ce soit, si j'achète ça, je vais être meilleur. Non. Ça aussi, je pense que ça fait partie des optimisations où quand on est arrivé à un certain, pas un certain niveau, parce qu'on peut pas dire que à un moment on passe à ça parce que on stagne à un certain niveau. Non, déjà quand on peut se le permettre, c'est une chose. Mais quand je vais plutôt dire comme ce qui nous est arrivé à toi et moi à un moment, de faire des courses plus sérieusement, tout en prenant du plaisir. Mais voilà, en voulant avoir des slots, en voulant améliorer ses temps, plus en ayant le budget, eh ben je pense que oui, ce sont des options qui vont amener à pouvoir gagner certaines précieuses secondes et minutes avec un peu plus d'aisance et moins d'efforts entre guillemets. Mais ce n'est pas parce qu'on a des barres aéro qu'on va gagner 10 minutes. Du jour au lendemain, c'est clair et net. Non, je suis 100% d'accord avec ça. Et clairement, souvent, il y a une confusion entre, je vais mettre un cockpit aéro. C'est un Unico. Toi aussi, c'est un modèle sur lequel tu travailles. C'est pas parce que le cockpit en lui-même, une forme de coque, c'est pas juste des barres ou autre, que le simple fait d'installer ça sur le vélo, ça va faire aller plus vite. Il y a forcément un gain, mais qui est marginal. Mais comme tu disais, le gros gain, c'est surtout en termes de confort, le fait de pouvoir soit pousser les mêmes watts de manière beaucoup plus aisée, parce que tu es beaucoup mieux posé, tu es moins tendu, tu es plus relâché.
soit peut-être pousser davantage de watts, j'y crois un petit peu moins, mais en tout cas, faire que lorsque tu vas passer du vélo aussi à la course à pied, tu vas te sentir dans un état de fraîcheur peut-être du fait de la position qui clairement va permettre de débloquer des choses durant ta course à pied. Donc c'est pas juste que le truc va aller plus rapide, plus rapidement. C'est plus une approche un peu holistique et c'est quelque chose effectivement qui vient une fois que tu as un vélo qui justifie cet investissement-là. Tu as bien travaillé ta position sur le vélo. J'avais fait plusieurs séances sur des bike fitting statiques, après sur vélodrome, donc dynamique, pour vraiment travailler la position une fois que tu as ces barres-là, c'est difficile de la bouger, la position. Donc, Très, très bon point, parce que c'est ce qu'il faut dire aux gens. Une fois que tu peux amener ces barres quand ta position elle est figée. Parce que sinon, tes barres, elles ont plus l'être, il faut que tu les changes. C'est le problème. Ouais, c'est ça le problème. Au prix des barres, c'est ça le problème aussi. C'est difficile, mais c'est vrai que le gros avantage que j'ai vu, c'est un gain en termes de confort. Et après, forcément, si tu es plus confortable, tu peux pousser davantage plus longtemps, et nécessairement, tu vas plus vite. Et tu arrives plus frais sur ton marathon, et aussi ce qui peut te permettre de courir plus vite, ou en tout cas d'assurer de ne pas avoir le mur, de ne pas avoir cette baisse de régime forcément qui arrive au bout d'un moment parce que c'est long. C'est ça. Et l'autre avantage aussi, c'est que souvent, les barres qui viennent de série avec les vélos, elles ne permettent pas une flexibilité pour s'adapter à la morphologie de chacun. Donc, le fait d'aller vers des barres un petit peu plus custom, sur mesure, ça va effectivement permettre de te mettre comme tu le souhaites, dans la position qui sera la plus adaptée pour toi, et pas de devoir t'adapter toi en fait à la norme qui a été établie par telle ou telle marque pour un vélo donné. C'est clair, c'est clair. Super, on est arrivé au bout de la liste. Je pense que c'était assez intéressant. Merci beaucoup, Seb. Merci cool. À toi. J'espère que tout le monde va apprécier. Et on attend les prochaines questions. On attend ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez qu'on réponde à vos questions dans les prochains épisodes, et comme on disait au début du podcast, l'idée, ça serait de sortir un épisode comme celui-là une fois par mois. On va essayer de s'y tenir. Je vais vous mettre en description du podcast le compte Insta de Seb. Je vais vous mettre le mien. N'hésitez pas à vous abonner, et puis on mettra de toute façon les questions en story pour les prochains podcasts. Super, merci pour ce moment. Merci à toi, Seb, je te dis à très vite. À très vite, au revoir. Ciao. Merci à tous ceux qui sont encore là d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Sans Limite jusqu'au bout. Abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à le partager, mais surtout, merci de mettre une note 5 étoiles avec un super commentaire pour aider à référencer le podcast, lui donner de la visibilité et nous motiver à continuer. Allez, à très vite.